La guerre vue d'ici, la participation gaspésienne à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le premier contact avec les Japonais, c'est ça. Ça se passe sur le secteur est de l'île de Hong Kong. Ça se trouve être un territoire là, qui est défendu par la compagnie C des Royal Rifles of Canada. Et puis, dans leur rang, une petite anecdote par rapport à ça, le premier contact. Les Royal Rifles, lors de leur séjour à Terre-Neuve, ont adopté une mascotte, un chien, ils ont donné le nom au chien de Gander. Pour des raisons évidentes, il était à Gander. Donc, le Gander a fait tout le trajet avec eux. Traverser le Canada en train, le Pacifique en navire, etc. Puis, il se retrouve dans les positions défensives avec des gens de la compagnie C, des Royal Rifles, lorsque les Japonais arrivent sur l'île. Gander, dans le feu de l'action, le chien, devient affolé et puis commence à se diriger vers les Japonais, les mordre, etc. Et puis, à un moment donné, il y a une grenade qui se retrouve par terre et puis Gander prend la grenade dans sa gueule, la gueule de chien, et puis malheureusement, la grenade a explosé et Gander est décédé. De façon posthume, Gander a été décoré de la médaille Dickin, qui est un peu l'équivalent de la Croix de Victoria. La Croix de Victoria est la médaille du Commonwealth pour la plus haute décoration pour bravoure face à l'ennemi. C'est un peu l'équivalent animalier, là, si on veut. Et puis, à l'intérieur des forces des Royal Rifles, la mémoire de Gander est très, très importante. À un point tel que, lorsqu'on parle du nombre de Canadiens qui ont participé à la bataille de Hong Kong, le chiffre officiel, c'est 1975 Canadiens. Mais les Royal Rifles, eux, dans leur esprit, dans leur façon de voir les choses, on était en 1976. Ils considèrent Gander comme étant un des leurs. C'est quand même une petite anecdote que moi je trouve intéressante. C'est extrêmement intéressant, puis c'était pas durant la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup aussi des événements avec les... Exactement, avec des mascottes, là. Je sais pas si c'est un peu de superstition parce que tu veux te rattacher à quelque chose, parce que tu vas vivre de quoi que t'es pas conçu pour vivre. Ouais. Fait que là, tu dis, c'est lui notre porteur. Ça. Fait que c'est ça. Là, l'île de Hong Kong est envahie par les Japonais. Et puis, de façon assez rapide, c'est le recul. Là. On recule. C'est une vague là, de soldats japonais. On parle de 10 pour 1. 10 soldats japonais pour un soldat. Puis puis il faut se rappeler aussi là, que nous, j'ai comme oublié de mentionner, nous, on n'a aucun support naval, on n'a aucun support aérien, on n'a aucun support d'artillerie. C'est essentiellement une unité d'infanterie laissée seule avec leurs propres moyens. Là. On parle de Lee Enfield 303, une arme qui est en service depuis la Première Guerre mondiale, un coup à la fois. Là. Et qui sera dans les maisons gaspésiennes pendant plusieurs années après pour aller à la chasse. Exactement. Je suis un fier propriétaire moi-même d'une Lee Enfield 303. Je pense que c'est la première fois que j'ai vu une arme militaire. C'est ça. Exactement. Et puis, des grenades et des mortiers. Quelques fusils mitrailleurs, mais essentiellement, ça ressemblait à ça là, en termes d'armement. Tandis que les forces japonaises, eux, avaient des véhicules blindés et tout le kit, là. Et des avions. Donc, c'est vraiment pas des conditions favorables. Les pertes commencent à s'accumuler assez rapidement. Là. Couple de petites anecdotes particulièrement par rapport aux Gaspésiens. Il y a deux frères, les frères Murphy, Léo et Reynold Murphy, de New Richmond, en Gaspésie. Eux, ils faisaient partie de la compagnie D. La compagnie D, beaucoup de Gaspésiens, à peu près la moitié. Une compagnie, juste en passant, une compagnie, c'est à peu près dans l'ordre de 175 à 200, là, pour le cas qui nous intéresse. Là. À peu près la moitié de ça, c'était les Gaspésiens. Donc, la compagnie D se fait attaquer par les Japonais, et puis une des victimes est Reynold Murphy. Parmi un autre soldat qui faisait partie de la compagnie D, c'est Bill McWhorter, de Gaspé, qu'on a mentionné précédemment. Il a été témoin de la scène que je vais décrire. Reynold Murphy est atteint par balle par les Japonais lorsque les troupes sont en retrait, si on veut. Là. Et puis, son frère a vu ça là, se passer devant lui. Ça fait qu'on peut imaginer un peu la scène quand même assez désolante. Là. J'aurais pensé que, justement, dans l'armée, on avait tendance à séparer les familles justement pour pas avoir des... Ouais. Parce que c'est sûr que perdre un ami, mais perdre un membre de la famille, c'est comme une coche au-dessus là, dans le feu de l'action en plus. Là, tu perds tes moyens, t'es plus... Ouais, c'est ça, là, t'es plus trop efficace comme soldat.
Mais non, il y a beaucoup peut-être pas beaucoup, là, mais il y avait des instances là où il y avait des frères là, à l'intérieur, non seulement à l'intérieur de la même unité, mais de la même compagnie et même dans certains cas dans le même peloton. Je pense aux frères Sausson. Il y avait 3 frères Sausson de Chegowak, dans le bout de Passepébiac, entre Port-Daniel et Passepébiac. 3 frères. Il y en a 2 il y en a seulement un qui est revenu dans la gang. Un qui est décédé comme prisonnier à Hong Kong, puis l'autre est décédé comme prisonnier au Japon. Je pense qu'on comprend le portrait, là. La situation est très, très noire, là, pour les Canadiens. Il faut se rappeler aussi la topographie de l'île de Hong Kong. C'est très montagneux. Puis là, on est à pied, là. On est au pas de course, là. On monte et descend, c'est des montagnes, là. Pour donner une ordre de grandeur, là, le mont Bechervaise serait considéré comme un petit mont, là. Monticule. Ouais, un monticule. Face à la géographie. Ouais, qui est là-bas, là. De la cuvette, donc. Ouais, c'est ça. Puis pour ce qui est de la compagnie D, eux, leur baptême de feu, l'incident que je décrivais là, avec les frères Murphy, ça s'est passé 2 jours après l'attaque initiale, à une place qui s'appelait la côte Obélisque. Le nom dit bien, là, il y a un obélisque, une structure à peu près une trentaine de mètres sur le haut d'une montagne. Et c'est là que le premier contact s'est fait avec les Japonais. Sur l'île de Hong Kong, il n'y a pas de puits. L'approvisionnement en eau se fait par l'eau de pluie. Donc, il y a beaucoup de systèmes de canaux à travers l'île. Le mot chinois pour le mot usuel, c'est nala. Ils appellent ça des nala. Il y a tout un réseau de ces canaux un peu partout à travers l'île de Hong Kong. Donc, les Japonais attaquent la compagnie D qui sont au sommet de la côte Obélisque Hill. La compagnie D, ils ont subi des pertes, dont le monsieur Murphy, et il y a plusieurs blessés, dont un monsieur du Nouveau-Brunswick du nom de Jim Dara. Lui a été blessé d'un coup de balle au fémur. On prend une seconde pour penser à ça, là. Un coup de balle au fémur. Donc, ses camarades, dont M. Phil Doddridge, il faut l'évacuer. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un brancard de fortune avec un style de poncho et 2 fusils, enrouler ça, et puis mettre M. Dara dans le poncho. Et puis, là, tout le monde, la compagnie, descend dans le canal, qui est à peu près une hauteur de 1 mètre, 3 pieds. On imagine le scénario, là. Tu descends la côte avec quelqu'un qui est blessé, avec les 2 carabines et tout ça. On essaye de se tenir la tête protégée. Donc, on est courbé vers l'avant, parce que si on se lève trop, ben là, on devient une cible. Et puis, il se met à mouiller, de façon quand même assez intense, parce que on est dans un milieu tropique, là. Quand il pleut, il pleut. C'est pas long que le nala commence à se remplir d'eau. Là, ça devient un combat entre essayer pour que la victime, M. Dara, se noie pas, là, de garder à l'extérieur de l'eau, là, et descendre la côte, là. C'est toute une aventure. Donc, durant cet épisode-là, dans quelques heures, là, ça avait été le baptême de feu de la compagnie D, Royal Rifles, dont faisait partie, comme je disais, là, plusieurs Gaspésiens, dont M. Bill McQuarter était témoin de cette scène-là. Non seulement un témoin, un participant actif. Très rapidement, les commandements vont se rendre compte que c'est impossible de gagner. Est-ce que c'est mentionné dans le journal de guerre? À quel moment ils ont fait c'est fini, c'est sûr qu'on va perdre? Si je me rappelle bien, il n'y a pas nécessairement je suis pas capable de mettre le doigt là sur un moment spécifique, mais par contre, on est capable de sentir par les écrits une certaine frustration envers les dirigeants, là, les plus hauts gradés, là, dans le sens qu'ils semblent pas comprendre exactement la situation. Il semble être une plainte là, des commandants sur le terrain, là, que l'état-major semble pas comprendre là, que c'était vraiment une situation critique, si on veut. On recule durant sur l'île de Hong Kong, à un point tel qu'on se retrouve sur le côté sud de l'île. Et puis là, il s'est passé une couple d'événements qui valent la peine peut-être qu'on s'attarde à eux juste pour un instant. Là. Un des villages sur le sud de l'île de Hong Kong s'appelle Repulse Bay. Repulse Bay, ça fait penser un peu à la Côte d'Azur. C'est les palmiers, des belles plages sablonneuses, puis des gens avec... on voit des Bentley, des Rolls-Royce, etc. Des gens fortunés. Là, à Repulse Bay, en 1941, il y a l'hôtel Repulse Bay, qui, à l'époque de la bataille, qui sert d'hôpital. Et puis la compagnie A
Parce qu'il faut se rappeler, parce que je fais souvent référence à la compagnie, ça vaut peut-être la peine de juste prendre un instant. Les Royal Rifles, il y avait 5 compagnies. La compagnie A, B, C, D et la compagnie du quartier général. 4 compagnies opérationnelles, si on veut, puis une compagnie plus de style état-major et services connexes, comme transport, administration, etc. La compagnie A se retrouve à Repulse B, où une certaine population civile qui s'est réfugiée à l'intérieur de l'hôtel. Comme je disais, là, ça servait un peu d'hôpital de fortune. C'est une scène quand même assez chaotique, là. Le 23 décembre 1941, les Japonais arrivent à Repulse Bay et puis bombardent l'hôtel Repulse. Puis il en a perdu plusieurs membres de la compagnie A. Ils ont aussi, à cause que les Canadiens se retrouvaient à être reculés à la mer, là, ils ont exécutés et lancés à la mer. Donc c'est une situation quand même assez désespérée, là. Et puis là, on se retrouve le jour de Noël. La situation est vraiment désespérée. Je pense que le mot était bien choisi. Et puis, il y a une décision qui descend du quartier général, une décision qui allait être contestée plus tard, là, non seulement les historiens, mais par les anciens combattants, ceux qui ont participé. Là. La décision fut prise qu'on allait contre-attaquer les Japonais le jour de Noël 1941. À quel moment ils ont pensé que ça pouvait être une bonne idée? C'est ça, exactement. L'odieux est tombé sur les épaules de nos valeureux membres de la compagnie D. Encore, je rappelle là, que la compagnie D, c'est à peu près 50% gaspésien. Puis c'est ça, là, ils ont reçu la mission d'attaquer les Japonais. Les Japonais, à ce moment-là, occupaient un édifice, une manière de bungalow, dans le secteur Stanley. Stanley, un autre village là, du sud de l'île de Hong Kong, qui est nommé, en fait, pour le père de Stanley, de la Coupe Stanley, qui était le gouverneur à une époque préalable. Et qui avait aussi une maison à New Richmond. Exactement. Il y a des liens historiques, il y en a plein. Et puis, ils ont reçu l'ordre, en plein jour, d'attaquer le bungalow qui était occupé par les forces japonaises. Donc, ils partent. À peu près, à ce moment-ci, là, on est rendu à peu près à 115 membres de la compagnie D, là, parce qu'on compte les morts et les blessés. Là. On est rendu à peu près à 115, ouais. Sans support aérien, sans support d'artillerie. En plein jour. Puis, le bungalow se trouvait à être entre la position de la compagnie D et les Japonais dans leur bungalow, se trouvait un cimetière. Il fallait passer à travers le cimetière pour se rendre au bungalow. Donc, les Japonais avaient des snipers tireurs d'élite. Mais le terme sniper est accepté en français, je pense. OK. Les snipers là, sur le toit du bungalow. Et puis pour eux, c'était quand même un ouvrage relativement facile. Tout ça pour dire que la compagnie D a souffert 75% de pertes morts et blessés. Lors de cette attaque, le jour de Noël 1941. Ils ont réussi à déloger les Japonais du bungalow. Mais par contre, les Japonais avaient un autre bataillon en support, à peu près à 400 mètres de là. Donc, ils ont entendu, évidemment, tout le bruit là, que ça a fait. Là. Et puis, les Canadiens se sont retrouvés délogés encore. Puis encore, il a fallu qu'ils battent retraite. Puis, un peu en même temps de l'épisode que je viens de décrire, un des épisodes les plus noirs de la bataille de Hong Kong, ce qu'on appelle le collège St. Stephen's. Le collège St. Stephen's était un collège privé, un collège privé prestigieux, qui lui aussi avait été converti en hôpital de fortune. Puis à l'intérieur de cet hôpital se retrouvaient plusieurs Canadiens, puis des Gaspésiens particulièrement, soit qui étaient blessés ou soit qu'ils étaient employés comme infirmiers ou amenaient un support à l'hôpital. Le 25 décembre, jour de Noël, en parallèle avec l'attaque sur Stanley, les Japonais rentrent dans l'hôpital à St. Stephen's rapidement et assassinent les médecins qui sont là. Ils ont violé et tué certaines infirmières, pas toutes, mais certaines infirmières, et ont tué les soldats blessés dans leur lit, etc. Le massacre de St. Stephen's. Un des soldats canadiens, un des Gaspésiens qui est tombé à St. Stephen's, c'est un jeune qui s'appelait Billy Fallow, qui était originaire de New Richmond, décédé à St. Stephen's. Là, on se retrouve le jour de Noël. L'attaque sur Stanley n'était pas un succès. Ce qui restait de la compagnie D a battu retraite eux aussi. Et dans les moments qui ont suivi, ils reçoivent la nouvelle que le gouverneur de la colonie de Hong Kong, Sir Mark Young, s'est rendu aux Japonais. C'est la fin. À partir de ce moment-là, ils se retrouvent
prisonniers, les Japonais. Mais c'est le début aussi. C'est le début d'un tout autre enfer. J'ai eu la chance de discuter de ce moment-là, que les forces se sont rendues avec plusieurs, M. Doddridge et d'autres, des gens qui étaient là, puis leur demander leur état d'esprit par rapport à ça. Pratiquement, de façon unanime, c'était que c'est certain que le fait de te rendre, c'est quelque chose qui va un peu contre tous nos valeurs. Quand on s'imagine soldat, on s'imagine participer dans une action militaire, on se voit pas là comme je vais être obligé de me rendre. Je vais me retrouver prisonnier de guerre. C'est quelque chose que tu penses. Ça rentre même pas dans ton esprit.